Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Ce soir, Pensez le présent reçoit Anne Lafont pour le numéro de l'excellente revue critique des éditions de Minuit. Attention, c'est l'effet Covid. Non, c'est pas l'effet Covid, c'est l'effet miroir. Et c'est toujours à l'envers avec quand on montre une image. Donc, pour l'excellente revue critique, je disais-je, des éditions de Minuit, qui est paru en mai 2020 et qui est consacré à l'art noir. Et la semaine prochaine, eh bien, nous recevrons la philosophe Catherine Malabou pour ses travaux sur les neurosciences. Alors, Anne Lafont, vous êtes historienne de l'art, vous êtes directrice d'études à l'École des hautes études de sciences sociales, c'est-à-dire à l'EHESS, vous êtes lauréate de nombreux prix littéraires et vous analysez les œuvres et la recherche contemporaine sur et dans les mondes noirs. Alors, la première question que je voulais vous poser, Anne Lafont, c'est d'abord, je voudrais revenir sur, plutôt que d'être déjà sur le numéro d'Art Noir de Critique, je voulais revenir sur un excellent ouvrage que vous avez fait paraître, donc toujours à l'envers, hein, qui se nomme L'art et la race, et qui est un essai très important sur le sujet, qui montre, donc qui est paru en 2019 d'abord aux Presses du Réel, il faut le souligner parce qu'ils font un énorme travail. Pour éditer des choses parfois qui sont compliquées à la vente, et donc je les salue, les Presses du Réel, qui ont toujours la gentillesse d'ailleurs de m'envoyer leurs ouvrages. Et donc je voulais signifier que vous avez publié donc L'art et la race en 2019, excusez-moi, et qui traite entre autres sujets de la puissance des images au XVIIIe siècle dans la naturalisation de la différence raciale. Alors, il y a une chose qui m'intrigue déjà, c'est comment faites-vous avec la notion de race alors que l'on prétend, que certains en tout cas ne prétendent que la race n'existe pas, sauf dans l'esprit des racistes. Oui, alors merci tout d'abord Alain de m'accueillir dans voilà, cette conversation publique. Et puis je vous remercie aussi de citer les éditeurs, donc les éditions de Minuit avec la revue critique et les Presses du Réel. C'est vrai qu'ils font un travail vraiment très important pour diffuser nos recherches, et on les remercie bien évidemment. Alors la question de la race, c'est vrai que ça a pris une ampleur incroyable peut-être dans les derniers temps, enfin dans les dernières années, mais encore dans les dernières semaines, comme étant sujet à discussion. Moi, j'ai un rapport, en fin de compte, à cette question, à cette catégorie, hein, comment dire, assez naturel, ou non, ça serait pas le bon mot, mais assez évident. Je dirais que si elle n'existe pas, ou si elle n'existait pas, nous n'en parlerions pas. C'est-à-dire que la notion d'existence elle-même est tout à fait relative, et le fait même qu'elle agite, en fin de compte, des débats et des polémiques, fait qu'elle a finalement une aura encore très importante et qu'on peut discuter. Ce qui est sûr, qui a été liquidé vraiment par la science, c'est la dimension biologique de la race. C'est-à-dire que ça n'est pas une catégorie fondée scientifiquement sur laquelle on peut s'appuyer pour essayer de comprendre le monde, de comprendre, de répartir les compétences, de hiérarchiser les populations, etc. Ça, je crois que au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et plus spécifiquement encore de la Shoah, il a été impossible désormais de s'appuyer sur ce type de catégorie sur le plan scientifique. Et ça avait été miné déjà par les savants avant même la Deuxième Guerre mondiale. En revanche, il y a une histoire de la race, c'est-à-dire qu'elle a eu une conviction savante au cours de nombreux siècles qui font qu'elle a été un outil non seulement de représentation du monde, mais aussi, je dirais, de politique des populations. Donc en ce sens, elle est très réelle. C'est-à-dire qu'au nom de la race, on a organisé la ségrégation, on a organisé l'esclavage, que ce soit dans les colonies françaises, par exemple, mais aussi aux États-Unis. La ségrégation, c'est quelque chose qui existe jusque dans les années 60. En Afrique du Sud, ça perdure encore plus tard. L'apartheid est organisé autour de la notion de race. Donc le fait même qu'il y ait une existence ancienne, et même si elle a été discréditée scientifiquement et légalement désormais intenable, il y a des effets, je dirais, de cette histoire qui continuent de marquer nos sociétés. Et à ce titre-là, il faut y regarder de près. En tout cas, en tant que chercheuse, c'est ce que je m'impose. Donc, alors, du coup, quels sont les enjeux de votre ouvrage et que met-il en lumière? Je remonte à l'envers L'art et la race, hein, donc, que j'ai montré tout à l'heure déjà. Donc, quels sont les enjeux spécifiques? Vous revenez évidemment sur ce que j'imagine
en préambule, mais comment vous développez là, parce que là vous attardez sur une iconographie spécifique, c'est celle de l'époque classique. Absolument, de l'Ancien Régime. Donc, en fait, ce que j'ai voulu travailler à travers ce livre, peut-être principalement, c'est d'une part être en mesure de faire valoir à quel point les régimes de visualité, hein, dont les œuvres d'art, mais aussi les images en général sont la trace, sont l'archive, ont participé à la construction du monde autour de certaines catégories raciales. C'est-à-dire que ça soit autour de ce que met Linné en place au milieu du XVIIIe siècle, les 4 couleurs de la peau comme étant les 4 fondements finalement d'une organisation du monde, d'une compréhension du monde. J'ai voulu voir comment le régime artistique et celui de la visualité en général travaillaient concomitamment finalement à établir, à structurer, à fixer aussi ces catégories raciales. Et puis une autre chose aussi, je me suis penchée sur les discours esthétiques et artistiques de l'époque, donc de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, hein, qui est le grand moment finalement de stabilisation, je dirais, conceptuelle de la race, voir comment les discours artistiques autour des questions de sombre, d'éclairage, autour des questions de maquillage, autour des questions du blanc, du noir, de la couleur cuivrée, etc., essayer finalement ou rendre perméable, je dirais, ces représentations, finalement, encore une fois, à l'élaboration de savoir autour de la couleur de la peau des gens dans le monde, qui était à cheval entre le régime artistique, finalement, et celui, plus précisément, de la science, de la diversité humaine. Et ça, il m'a paru que c'était très intéressant de ne pas exclure, finalement, le monde de l'art des grands mouvements liés à l'épopée coloniale, hein, qui est celle de la première épopée coloniale, et aussi à tout le discours qui s'élaborait autour de l'esclavage. Parce que la légitimité de l'esclavage était fondée sur voilà, des catégories de population qu'on avait identifiées comme étant les Noirs. Alors, dans ce sens-là, je crois que le discours sur la couleur, qui était celui, effectivement, de l'époque classique autour de la peinture, pouvait être intéressant comme un symptôme, finalement, d'un imaginaire racial qui était celui de la société d'Ancien Régime. D'où toute une iconographie très riche hein, dans l'ouvrage. Vous êtes allé chercher de nombreuses images qu'on avait peu ou rarement vues. Oui, alors c'était un petit peu aussi le projet, c'est-à-dire que je voulais à la fois faire remonter autour de cette question finalement de la représentation des Noirs, pour ce qui m'a concerné, faire remonter un certain nombre d'objets considérés comme des chefs-d'œuvre qui étaient dans les collections soit privées, soit publiques, qui étaient plus ou moins exposés, mais qui existaient comme chefs-d'œuvre, mais pour lesquels on n'avait pas porté l'attention sur les personnages en général minorés, qui étaient ceux des Noirs, mais aussi faire entrer dans la discussion finalement toute une série d'objets, notamment les illustrations scientifiques, les objets décoratifs, etc., qui dialoguent dans la construction raciale avec des chefs-d'œuvre vraiment institués. Donc il y avait une double ambition, c'est-à-dire que revoir le chef-d'œuvre à l'aune de la question noire ou de l'histoire noire, si vous voulez, et en même temps faire entrer en discussion, encore une fois, en prenant l'histoire de l'art dans sa version, encore une fois, comme je le dis, plus ambitieuse, autour d'un régime d'objets qui ne sont pas seulement ce qui a été élu par le musée. Hein. Donc mon idée, c'était, et je travaille toujours de front un petit peu ces deux choses-là, il y a le fond de ma recherche, essayer de comprendre finalement ce qu'a été la représentation était voilà, une société racialiste et comment, du coup, elle organisait la représentation de ces personnages dans le chef-d'œuvre, mais aussi essayer de voir comment ce chef-d'œuvre n'arrive pas tout seul à l'élection de chef-d'œuvre hein, et repose finalement sur un faisceau d'objets qui travaillent la visualité en fonction de certaines idéologies qui parcourent la société qui les voit naître. Et vous avez participé aussi, alors parmi les nombreuses missions que vous avez menées, vous avez été conseillère scientifique de la production d'une très importante exposition, hein, puisque au musée d'Orsay en 2019, qui est intitulée Le modèle noir. Pouvez-vous nous rappeler justement, dans la continuité de vos travaux, en quoi consistait cette exposition et quel a été votre apport? Alors, c'est une exposition qui s'est donnée pour but finalement de suivre un ensemble de personnalités noires du 19e siècle, le très long 19e siècle. On faisait commencer l'exposition avec la Révolution française et on allait jusqu'à l'entre-deux-guerres au 20e siècle. Vous voyez, une considération assez large de ce qu'est le 19e siècle. Et l'idée, c'était à la fois
de documenter un petit peu plus loin, je dirais, tous ces personnages dont on avait des traces mineures finalement jusqu'à présent, donc et être capable de leur donner une identité et en même temps de passer outre, si vous voulez, la définition qui a été la leur dans l'histoire de l'art autour de personnages noirs ou nègres ou négresses, etc. Donc ça, c'était un premier objectif. Montrer, là encore, que la présence noire a une emprise considérable sur le monde des beaux-arts du 19e siècle, et qu'il y en a en fait énormément de chefs-d'œuvre qui présentent des personnalités noires. Et puis en même temps, c'était de faire un point aussi sur ce que ce type d'exposition peut apporter un petit peu de commun dans une, voilà, aujourd'hui, autour de sujets qui intéressent peut-être les Noirs eux-mêmes, enfin qui sont en France, et puis éventuellement les étrangers, mais pas seulement. Et à ce titre, ça a été vraiment un grand succès, parce que ça a été un succès public phénoménal, que cette exposition, un peu comme les grandes expositions Picasso ou autres. Et moi, je me suis inscrite dans cette exposition d'abord parce qu'ils m'ont invitée et que ça me faisait très plaisir d'y participer. Mais je dirais que bon, d'abord, j'ai écrit un article sur l'histoire des expositions avec des personnages noirs dans le temps et dans l'espace, avec David Beinman. Donc, ça, on a fait un article à deux sur cette généalogie, finalement, de ce projet et les expériences qui avaient été celles aux Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis, de ce type d'exposition depuis les années 40. Et puis, dans un deuxième temps, ça a été aussi un travail de vigilance, je dirais, dans le cadre de la médiation. Et forte un peu de l'expertise que j'avais autour de ce livre finalement, hein, et de cette connaissance par le menu finalement de la question de la représentation des Noirs, j'ai, je crois, avec le comité scientifique, avec le commissariat, nous étions une équipe presque de 10 personnes, j'ai contribué à faire en sorte que l'histoire de l'art, l'histoire du chef-d'œuvre ne soit pas extraite, encore une fois, de l'histoire coloniale et de l'histoire de l'esclavage. Ça veut dire qu'on ne refait pas des tableaux, on n'invente pas des tableaux, mais les tableaux eux-mêmes sont, dans leur interprétation, je dirais, consolidés dans le fait qu'ils s'inscrivent dans un contexte social et historique qui est bien particulier. Et de ne pas faire l'impasse sur cela sous prétexte qu'on est dans un musée. Hein. Et ça, je dois dire que c'est un peu, s'il y a une part militante de mon travail, c'est ça. Oui, oui au musée, mais le musée ne doit pas être une manière de neutraliser les contextes sociaux et politiques dans lesquels les œuvres sont façonnées, consommées, exposées, etc., etc. Bon, alors, maintenant on va parler plus spécifiquement de ce numéro, donc de l'Art Noir, paru aux éditions de Minuit, hein, qui était un numéro donc de 2020. C'était un numéro qui est conçu et coordonné par Vincent, on dit Vincent de Baen, Vincent de Ben, De Ben. de Vincent de Ben et vous-même, Anne Lafont. Et donc, je voulais moi, en consultant un certain nombre d'ouvrages que j'ai trouvés qui étaient parus dans l'entre-deux-guerres, j'ai vu qu'à l'époque colonialiste, on qualifiait sans aucun complexe l'art des Africains d'art nègre, qu'il était encore courant de définir ces formes d'art, et je cite Ernest Renan, comme le primitif de l'esprit humain. Vous avancez, vous, avec un concept qui m'a semblé étrange. Hein. Quand j'ai vu le numéro en librairie, j'étais très très surpris parce que moi je ne suis pas familier de toutes ces notions. Évidemment, j'entends tout le dialogue et toute la nécessité de mettre en avant ces artistes chercheurs qui travaillent sur l'art noir, et ce que j'avais pu, c'est comme cela que j'avais invité Sandra Delacour qui a déjà fait elle aussi un gros travail. Mais je vous avançais avec dans ce numéro avec un concept qui est celui d'art noir. Et comment ce concept a-t-il été élaboré et que contient ce concept? Oui, alors, bon, tout simplement, enfin, d'abord pour dire qu'on le projet du numéro, je dirais le titre vient un petit peu après. Hein. Comme toujours, on travaille d'abord à se rassembler autour d'un projet commun qu'on n'intitule pas forcément de manière très claire, mais c'est un peu l'invitation de critique à rebondir autour de plusieurs publications autour de mon livre. Et puis d'entrée, j'ai souhaité pour cette revue-là que le dialogue s'installe aussi avec la question contemporaine, avec les enjeux finalement qui se poursuivent aujourd'hui sous d'autres formes, et donc on ne reste pas dans les périodes anciennes. Donc ça a été le premier pas. Je dirais que le deuxième pas, quand on travaillait avec Vincent de Ben, il nous a semblé qu'il était important d'avoir un titre qui correspondait à une définition quand même conceptuelle à minima, qui soit mince. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas figer quelque chose qui soit programmatique, qui soit une manière de se coopter dans un club, de faire signer une lettre aux artistes, aux gens qui allaient écrire, etc. Mais bien une définition mince qui serait à minima, justement pour qu'on puisse à chaque fois
l'investir, je dirais, de nos recherches diverses, parce que nous travaillons sous des formes très, très différentes les uns des autres dans ce numéro-là, sur des sujets tout à fait différents qui touchent à la fois à l'art africain, à l'art ancien africain, à l'art africain contemporain, mais aussi à l'art de la diaspora africaine. Donc, on se retrouve dans toutes sortes de lieux de création. Il était donc nécessaire, finalement, d'aller plutôt vers le plus petit dénominateur commun, et en ce sens, l'art noir nous semblait fonctionner. Et puis il y a deux autres niveaux où ça s'est renforcé comme une proposition, je dirais, convaincante. Elle me vient notamment d'un de mes étudiants, Cameron Mackey, qui est maintenant professeur, enseignant aux États-Unis, qui faisait une thèse en co-tutelle avec moi et avec l'université de Northwestern. Et dans le cadre de traduction de sa thèse en français pour pouvoir la déposer avec son traducteur, ils ont voulu revenir sur la notion de blackness, et ils ont proposé de mettre un N majuscule à l'adjectif. Et j'ai trouvé ça très opératoire. D'abord parce que graphiquement, ça suspend la lecture, puisque c'est pas naturel, si vous voulez. Et puis, par ailleurs, il me semblait que c'était une manière de rendre majeure, finalement, une question qui avait peut-être été un petit peu minorée. Donc ça, c'est le deuxième point qui a été important. Et enfin, moi, je le définis encore d'une manière un petit peu plus précise, encore une fois, tout en le gardant à minima, c'est-à-dire que je veux qu'il puisse se déplier finalement de manière différente en fonction des contextes. Mais il me semble, ce qui est la contribution majeure, en tout cas de ma manière de me représenter l'art noir, c'est de ne pas penser l'art noir comme l'art des noirs. Et là, je rejoins un petit peu ce que disait Lévi-Strauss sur la question de la pensée sauvage, c'est-à-dire qu'il expliquait bien la pensée sauvage, ce n'est pas la pensée des sauvages. Et dans ce sens, ce que ça ouvrait de penser l'art noir, qui ne serait pas seulement l'art des noirs, c'était de le penser à l'intersection, finalement, de l'assignation et de l'énonciation. Et dans ce sens, c'est de voir que ce que recouvre l'art noir serait, selon moi, à la fois toute la production visuelle qui a été celle, peut-être parfois du stéréotype, de la représentation, du cliché, etc., et la réponse qui a été organisée en images, en performance, en image de soi, finalement, des Noirs eux-mêmes. Donc, ça n'est pas seulement l'art fabriqué par les Noirs, mais bien ce qui se situe à l'intersection, finalement, d'une projection sur les Noirs eux-mêmes et de ce qui a été leur réponse. Et dans ce sens-là, je crois que, et d'ailleurs c'est une poursuite de la réflexion sur la notion d'auteur, c'est-à-dire si on considère les œuvres d'art pas seulement autour de l'intentionnalité artiste, mais qu'on veut leur voir une vie propre, dans ces cas-là, on est obligé de les émanciper finalement d'une race, hein, si on le dit un peu vite, de l'auteur lui-même. Et c'est vraiment là où je tiens fermement à cette définition, encore une fois, à l'intersection de l'assignation et de l'énonciation, qui me permet aussi de couvrir une période beaucoup plus large, hein, où la production visuelle, notamment, a été importante aussi, fabriquée, en gros, par les Européens, quoi, aussi au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc, l'art noir, c'est ce qui est sensible et qui tend à faire trace sur l'expérience noire, sur l'histoire noire, mais pas seulement par les Noirs eux-mêmes. Et d'autant plus que cette définition je dirais, d'une négritude biologique me paraissait de toute façon tout à fait insatisfaisante. Et quel rôle a joué alors? Parce il y a Art Noir et puis il y a eu en 91, il y avait eu un magazine qui s'appelait Revue Noire. Est-ce que ça a joué dans l'élaboration du concept ou vous considérez que c'est autre chose? Non, 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 absolument. Puis moi, vous savez, je fais feu de tout bois et toute strate, je dirais, dans la conceptualisation finalement de la contribution africaine et afrodescendante finalement à l'histoire de l'art m'apparaît intéressante. Pour être tout à fait honnête, même je suis venue à la Revue Noire, en être lectrice finalement dans les années 90, à la suite de la publication, bon j'étais encore jeune, peut-être pas au courant de tout ce qui se faisait dans le monde de l'art, mais à la suite de la publication par Simon Djamil, qui est un des fondateurs bien sûr de Revue Noire, de sa biographie de James Baldwin, parce que j'étais peut-être plus sensible à ce moment-là au milieu littéraire, et ensuite, bon, en suivant ce que faisait Djamil, effectivement, je suis devenue lectrice de Revue Noire. C'est un pan
colossal finalement de l'histoire culturelle liée à la connaissance, à la diffusion, au soutien apporté aux artistes du continent africain. Donc c'est nécessairement, je dirais que une intervention d'aujourd'hui, comme la mienne et celle de beaucoup d'autres d'ailleurs, s'inscrit en réponse et en prolongement de ce qu'a été Revue Noire. Et d'ailleurs, dans le numéro de critique lui-même, il y a un article de Rayason Nedou, qui est historien de l'art et commissaire, consacré au travail de Simon Djamil au sein de la revue. Donc on l'intègre, je dirais, comme ces moments clés dans la construction finalement d'une réflexion et d'une diffusion aussi de l'art africain, en l'occurrence, et afrodescendant ou diasporique des années 90 et 2000. Et alors, pour prolonger, quels sont les artistes qui pour vous sont représentatifs, ça n'existe pas, représentatifs de l'art noir? Bon, alors, vous savez que je suis historienne de l'art et mon expertise fondamentale est plus sur les périodes anciennes. Donc, je dirais que je travaille non pas dans un souci d'exhaustivité et plutôt par des rencontres, oui, par des rencontres, enfin qu'elles soient personnalisées ou qu'elles soient juste par l'intermédiaire des œuvres. Il y en a énormément et je dois dire de plus en plus, et d'autant plus que les artistes contemporains et ceux qui s'intéressent comme moi je dirais, à donner forme finalement à l'expérience noire, sont très souvent très intéressés aussi par la question historique. C'est-à-dire que même travaillent l'archive, travaillent l'histoire, s'intéressent à l'histoire coloniale, etc. Donc finalement, c'est, je dirais, presque une rencontre mutuelle. C'est-à-dire plus s'intéresser aussi aux travaux que je pouvais faire, plus moi-même je me suis tournée vers la création contemporaine. Il est sûr qu'à ce titre, le travail de Mathieu Abonin est fondamental, comme j'ai essayé de le dire dans l'article de critique, travail que j'ai connu il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et en plus, comme ces interventions sont tout à fait multiples, variées, installations, films, éditions, etc., etc., et que c'est quelqu'un de très généreux, qui tend la main aussi aux autres artistes. À travers lui, j'ai connu bien sûr l'œuvre de Sami Balogi, dont on connaît le retentissement aujourd'hui. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Qui aura une exposition aux Beaux-Arts de Paris, d'ailleurs, dans le cadre du Festival d'automne, en juin. On aura un dialogue avec lui. Et Thierry Levier m'a invité à dialoguer avec Sami Balogi, donc ce sera en juin. Et donc là, je disais ça aussi parce que comme on a beaucoup d'étudiants qui s'intéressent à ce sujet et qui sont parfois perdus dans l'immensité des artistes qui font de l'art noir aujourd'hui, et il y en a de nombreux, et donc il me semblait aussi nécessaire, comme Mathieu Abonnec en plus, et c'est facile d'y aller, de voir, parce que c'est chez Marcel Alix, donc à la galerie, on est que... Voilà, je crois qu'il n'y est plus, mais c'est très facile de prendre... Il a quitté la galerie. Je crois. Ah bon, vous êtes certainement plus informé que moi. Oui, mais moi je croyais qu'il... J'avais vu toutes ces expositions dans la galerie. Donc... Bien sûr. Il a été un compagnon, ils ont été compagnons de longue date. Je crois que Mathieu a décidé aussi de diffuser son œuvre de manière différente, qui ne passe pas forcément par la galerie. Il faudrait vraiment en parler avec lui. Je ne voudrais pas parler. D'accord. Donc vous dites Sami Balogi. Et aussi Gosette Lubundo, Myriam Mindou, Georgina Maxime. Enfin, il y a énormément d'artistes qui m'intéressent. Et je peux juste, par exemple, une des expositions qui me semble tout à fait intéressante, on ne sait pas si elle va ouvrir finalement. On a le catalogue, moi j'avais vu le travail des artistes, mais c'est Mémoria, récit d'une autre histoire, qui va avoir lieu à Bordeaux, normalement à la FRAC, où on pourra voir de nombreux artistes justement qui travaillent dans ce rapport à l'histoire, ce rapport à la mémoire noire, et qui sont tout à fait intéressantes. Donc je dirais que c'est, encore une fois, c'est une définition mince de l'art noir. Ça n'est pas un club, ça n'est pas un courant, ça n'est pas un mouvement, ça n'est pas un groupe fermé. Donc c'est plutôt une liberté que je me donne à reconnaître un certain nombre de qualités fondamentales, argumentaires, formelles dans certaines œuvres, et qui me semblent relever de l'art noir. Mais c'est un geste théorique qui m'est propre. Je travaille vraiment en historienne, y compris quand je travaille sur le temps présent. Donc ça donne peut-être je ne voudrais pas aller trop loin finalement dans le côté élection d'artistes par rapport à d'autres. C'est pas dans ce sens-là que j'entreprends ce travail sur l'art noir. Oui, vous ne souhaitez pas être Pierre Restani. Voilà, je comprends. Et y a-t-il... Alors,
je voulais revenir sur cette notion en sorte d'armoire parce que ça m'a effectivement, je vous dis, le numéro m'avait alerté quand je l'avais trouvé en librairie et je me demandais s'il n'y avait pas dans ce concept quand même une notion essentialiste et qui pourrait être son écueil. Est-ce que vous avez déjà expliqué tout à l'heure, mais, mais je voudrais approfondir un petit peu la chose si c'est possible, parce que on renvoie toujours à l'essentialisme et ça pose débat quand même. Oui, alors moi je ne crains pas cela du tout. Mhm, C'est un concept dynamique, hein, mhm, processuel, c'est-à-dire que c'est l'idée, encore une fois, par le fait même que c'est le plus petit dénominateur commun. Il ne conviendra pas à tous et c'est peut-être une bonne piste et une bonne chose. Mais en revanche, il me semble qu'il pointe quelque chose qui a été peut-être moins regardé que d'autres choses et qu'il faut le prendre comme un outil accélérateur ou révélateur d'une réalité. Il y a une histoire noire dans les mondes occidentaux, il y a une histoire noire certainement en Afrique, mais encore plus peut-être dans le monde diasporique, et qu'il est peut-être intéressant de regarder de près. Je me dis par exemple, si on fait l'histoire de la chrétienté ou si on fait l'histoire de la Chine contemporaine, à mhm. aucun moment ce type d'histoire sera soupçonné d'être essentialiste. Ça ne veut pas dire qu'il y a un Chinois. Ça ne veut pas dire qu'il y a une chrétienté et que tout le monde Mhm. doit se rassembler autour de ça. Mais à un moment donné, on met le focus, on met l'accent sur quelque chose qui nous semble pouvoir être désigné, révélé, étudié, et on le met ensuite dans le pot commun des histoires. C'est-à-dire que ça n'a pas une fonction exclusivement de reconnaissance qui serait une promotion communautariste d'un seul groupe. C'est parce qu'on fait partie d'une communauté, on fait partie de sociétés qui ont besoin d'un certain nombre de, je dirais, de retours sur euh, la dimension composite de ceux qui la constituent. Et en l'occurrence, moi, je m'occupe, je dirais, euh, de l'histoire de l'art noir, en quelque sorte. Et ça n'est pas du tout quelque chose qui doit restreindre les artistes eux-mêmes. Encore une fois, je ne pense pas que c'est un club, ça n'est pas quelque chose qui est... on ne signe pas un Mhm. engagement à s'y tenir. Et je dois dire que dans cette question aussi que j'ai essayé de développer autour de assignation-énonciation, la question, je dirais, raciale de l'auteur ne compte plus à mes yeux. Donc, vous voyez à quel point je n'ai pas voulu que ça se reconfigure autour de quelque chose d'essentialisant. Mhm. Cependant, ce que je dois dire, il me semble pas inintéressant par moment de regarder de près quelque chose, même quand c'est compliqué. C'est-à-dire, il peut y avoir un temps de suspension où on focalise sur la question noire, sans pour autant que ça soit définitif, déterminant, exclusif, exhaustif, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, je Tout pense à qu'il y fait. a une multitude d'histoires, je reprends la chrétienté ou la Chine, qui ne sont pas plus assignantes ou essentialisantes que n'est l'histoire noire ou l'histoire de l'art noir. Je vous ai fait un peu Et répéter les choses, hein. C'est parce que comme il y a des confusions, comme c'est quelque chose qui fait tout à fait. extrêmement débat, c'est pourquoi je voulais revenir sur cette notion d'art noir, et on l'a dit, noir avec une majuscule, hein. Et je voulais aussi vous parler d'une chose que vous faites là, que vous avez réalisé hein, dans le cadre d'Orpiste au Centre Pompidou. C'est un feuilleton composé de 5 épisodes où vous entrez dans le cadre figural de l'Atlantique noir. Et alors j'aimerais ce que vous... C'est un feuilleton que vous m'aviez recommandé, j'étais passé à côté, j'ai pu le voir, donc c'est 5 épisodes, si je puis dire. Vous avez des invités, ou dans un studio, évidemment, il n'y a pas de public puisque les choses ne le permettent pas en ce moment, mais on peut comprendre votre pensée et aller beaucoup plus loin, hein, et c'est accessible en différé sur le site du Centre Pompidou. Et je voulais vous demander, et qu'est-ce que ce feuilleton pour que moi, je l'ai vu, mais je vous demande quand même qu'est-ce que ce feuilleton, Anne Lafont, pour que vous puissiez expliquer à nos étudiants et à tous ceux qui nous suivent en quoi il consiste. Alors, à l'origine, c'est une invitation de Mathieu Pott-Bonneville, donc qui est le directeur du développement culturel au Centre Pompidou, qui s'occupe d'ailleurs de la programmation du festival Hors Piste, qui est un festival qui a une quinzaine d'années déjà au Centre Pompidou, autour des images. Et le titre, c'était L'écologie des images. Et il a eu la
la gentillesse, l'amitié et la confiance aussi, de me proposer en quelque sorte une carte blanche. C'est-à-dire, il m'a dit, voilà, c'est l'écologie des images, le principe, c'est un feuilleton, c'est-à-dire que ces 5 rencontres, quand on l'a pensé, devaient avoir lieu en public, bien évidemment. Donc, ces 5 rencontres, 5 fois 1 heure dans une semaine, autour de l'écologie des images, sur les sujets qui peuvent t'intéresser, et tu peux avoir 1 ou 2 invités qui viennent discuter avec toi. Donc, bon, l'idée déjà de carte blanche, c'est tellement stimulant, c'est-à-dire penser à un contexte, penser à un thème, arriver avec ces objets et tenter de les faire cadrer avec la proposition du festival, c'est d'abord tout à fait stimulant. Et j'ai tout de suite pensé à Afrotrope, c'est-à-dire que c'est le titre du feuilleton. Il me semblait que c'était dans la somme, je dirais, des conceptualisations, des théories autour de la question de la noirceur et de sa dimension artistique. Il me semblait que c'était le plus juste parce qu'il y avait justement cette fluidité dans leur manière de conceptualiser. Ce sont 2 amis et collègues de l'université de Northwestern, Newark Copeland et Christa Thompson, qui ont mis au point, je dirais, cette proposition théorique qui est, ils ont écrit d'ailleurs un texte séminal qui est une invitation à collaborer, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose encore une fois qui est fermé, c'est un projet qui se veut collectif, et j'ai d'ailleurs traduit, si ça intéresse les jeunes gens, j'ai traduit leur texte séminal dans le magazine en ligne du Centre Georges Pompidou, mais ça s'appelle Afrotrope, on peut le lire, hein, ça fait 7-8 pages, c'est tout à fait intéressant, et ils posent les jalons théoriques, conceptuels, les emprunts aussi qu'ils ont fait à une historiographie qui est déjà un petit peu ancienne maintenant autour de l'Atlantique noir, hein, puisque une des pierres fondamentales quand même de leur réflexion, c'est le livre de Paul Gilroy en 1993 sur l'Atlantique noir. Et je dirais le livre de Paul, vous dites, je connaissais Gilroy. pas. D'accord. Le livre de Paul Gilroy, L'Atlantique noir, donc qui est apparu en 1993 en anglais, qui a été traduit par les éditions d'Amsterdam, je crois, il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, 4-5 ans, je ne sais plus, hein, mais qui est disponible en français aussi, donc on peut lire en français, qui est un livre assez important, assez théorique, donc ça, je pense que pour les étudiants, c'est pas mal qu'il soit traduit. Et donc, ils sont partis des propositions de Gilroy, qui est donc un chercheur en études culturelles, un chercheur britannique, hein, et ils ont pris au vol une des propositions de Gilroy, matinée, je dirais, de la théorie littéraire de Michael Bakhtin, autour de la notion de chronotope, c'est-à-dire des objets culturels qui condensent à la fois un moment historique absolument important, qui se redéploie ensuite dans l'histoire longue, selon des configurations, selon des modalités différentes, mais où le nœud inaugural est toujours là. Et dans le monde de l'histoire de l'art, ils ont essayé de travailler au sein, je dirais, de l'Afrique diasporique, autour d'un certain nombre de figures, de motifs, qui se déclinent en Jamaïque, en Amérique latine, ou bien aux États-Unis, ou encore en Europe, ou même en Afrique, et qui sont redéfinis à chaque fois qu'ils se réinventent, si vous voulez, autour de contextes très spécifiques sur le plan historique et social. Et c'est tout à fait intéressant de voir comment les artistes, bon, il y a ce travail sur la forme, sur la circulation des formes et des idéologies, bien évidemment, mais c'est intéressant de voir combien l'ensemble de ces motifs fabrique en quelque sorte une grammaire de l'Atlantique noir qui peut être un faisceau, je dirais, de propositions sur lequel se reposer pour penser un imaginaire commun par-delà, je dirais, les séparations communautaires qui sont dues à l'histoire tout simplement, et notamment à l'histoire évidemment de la traite et du passage du milieu qui a créé un certain nombre de foyers tout au long de l'Atlantique. Donc c'est vraiment autour de cette proposition. Et là, on avait l'écologie des images dans le sens de leur circulation, de leur requalification, et sur une modalité tout à fait intéressante. Donc j'ai voulu, finalement, dans le cadre de cet épisode, rapatrier cette proposition qui est comme une balle lancée par mes collègues de Chicago dans le monde qui est celui peut-être de la création en France en tout cas, hein, je dirais pas française, mais en France, et autour d'artistes peut-être qui me sont plus familiers, plus proches, pas seulement dans le monde anglophone, qui est quand même le leur, il faut le dire, et d'autant que ce sont des historiens de l'art contemporanéistes. Hein. En gros, ils travaillent depuis la photographie jusqu'à aujourd'hui. Moi, je pensais que j'apportais quelque chose aussi de plus ancien, mais qui rentrait tout à fait dans cette quête
d'un certain nombre de, oui, vraiment, je dirais une grammaire, mais au sens presque poétique, Mhm. d'un ensemble de motifs qui alimentent l'histoire noire et qui sont captés, récupérés, requalifiés, repensés, détournés en différents contextes, justement, des foyers artistiques, tout simplement, de la diaspora noire. Et c'est, voilà, alors du coup, on a travaillé autour Mhm. d'un certain nombre de thèmes. Il y a un feuilleton sur l'océan, je ne vais plus m'en rappeler, un feuilleton sur la parure et la question de l'ornementation du corps. Il y a un feuilleton sur la question de la plantation ou de l'urbanité et aussi comment l'espace négatif de la ville est une réponse, en fin de compte, à l'imposition un petit peu voilà, coloniale de la plantation et tel qu'il a été transporté à travers le temps. Et puis j'oublie, je ne sais plus si j'ai parlé de l'océan, si j'ai dû, voilà, autour de la traduction Oui, et vous la l'aviez cité, Anne Lafont. bon, océan, parure. Ben voilà, il faut aller voir le feuilleton. Il me manque Oui, un oui, oui, épisode, non, puisque c'est le passionnant. premier. Voilà, Et, quand vous définissez cette notion d'afrotrope, donc, quelles sont les différences et les similarités avec le concept d'art noir? C'est là où je voudrais chercher l'articulation. On la comprend, mais quelles sont les continuités, discontinuités? Alors, comment dire, c'est faire de la dentelle là. Hein. Il y a avant tout, et je ne veux pas mystifier ou rendre plus, comment dire, plus alambiqué que nécessaire les distinctions qu'on peut faire entre l'un et l'autre. Globalement, très largement, le projet est comparable. Et ce que sous-tend l'afrotrope est certainement compris dans ce que j'ai pensé autour de l'art noir. Mais je reviendrai sur une chose que j'ai dite et à laquelle je tiens, autant l'afrotrope, et c'est aussi des traditions, je dirais, peut-être universitaires et académiques qui sont propres d'un côté aux États-Unis et peut-être plus propres à la construction qui est la mienne, qui passe davantage par l'histoire, et peut-être que eux passent davantage par la littérature et la théorie littéraire. Hein. Ça, c'est, voilà. Alors, l'afrotrope a une dimension, on sent que c'est conçu par des contemporanéistes, par des gens qui travaillent sur l'art actuel, et autour de théories littéraires assez récentes, hein, des années Mhm. 80, 90, 2000, parce qu'ils vont jusqu'à Fred Moten, bien évidemment. Donc, ils sont autour d'une conceptualisation théorique assez approfondie, assez poussée, autour de références extrêmement bien maîtrisées d'auteurs qui leur sont contemporains, et se fabrique finalement un univers de réflexion, peut-être même oui, un univers de réflexion qui est partagé par les artistes et les auteurs d'aujourd'hui, presque, hein, avec quelques références à certains un petit peu plus anciens. Dans mon cas, et ça c'est l'afrotrope, hein, donc Mhm. c'est très fort conceptuellement, théoriquement, c'est assez poussé, et du coup le projet est assez clairement énoncé, et je crois qu'ils tiennent à cette dimension théorique qui est presque première dans leur démarche. Hein. Ils vont voir ce que ça va lever, je dirais, comme objet à l'issue de cette conceptualisation première. Moi, j'ai travaillé un petit peu autrement, et probablement que l'art noir en est le reflet. Je suis une historienne, et je suis plus intéressée encore par l'observation des objets eux-mêmes comme étant les produits justement de pratiques, de processus, de négociations. Et c'est à partir de cela que je vais tenter une définition théorique. C'est-à-dire c'est un peu à l'inverse. Et du coup, c'est la raison pour laquelle aussi je tiens à ce que cette notion d'art noir reste très mince. Parce que la singularité des objets qui sont à la fin, qui font corpus pour moi, peuvent être très divers les uns des autres. Eux sont plus dans une optique, encore une fois, non pas étroite, mais plus approfondie, plus conceptualisée et peut-être plus volontairement arrêtée comme un projet théorique avant tout. Et de mon côté, c'est intéressant pour moi d'être dans une retenue finalement de la théorie pour voir ce qui va émerger comme objet tout à fait disparate. Hein. Donc les dynamiques se Mhm. rejoignent infiniment. Et moi, je suis en dialogue permanent avec ce qu'ils mettent sur la table, avec ce qu'ils travaillent, etc. Mais les logiques, je dirais, initiales sont probablement un petit peu différentes. Et je pense qu'elles sont dues singulièrement à ce que nous
sommes, mais aussi peut-être plus emblématique, je dirais, de traditions disciplinaires et académiques, universitaires finalement, qui sont distinctes. Hein. Je m'inscris davantage, je crois, dans l'histoire, et eux, davantage peut-être dans la philosophie et la littérature. Finalement. Je voudrais revenir sur... on a bien abordé ce concept d'armoire. Je voudrais revenir sur une exposition qui avait été importante pour moi, qui était qui était Africa Remix, qui était donc l'art contemporain d'un continent, qui était présenté en 2005. C'était ce moment où on a montré d'ailleurs la scène indienne. Après Jean-Hubert Martin, il y a eu un moment où on s'est posé la question, voilà, de se décentrer de cet art occidental que l'on voyait partout et qui était hégémonique, enfin en tout cas en France. Et il y a eu ce moment de décentrement et je voulais vous avez participé à Africa Remix ou simplement vous avez observé ce moment de mise en place d'une visibilité des artistes africains essentiellement et est-ce que ça a été précurseur de vos recherches? Est-ce que ça a interféré où vous en étiez à ce moment-là? C'était en 2005, donc il y a 15 ans. Et comment les choses se sont composées? Alors, c'est tout à fait intéressant de revenir à Africa Remix. On est là dans le prolongement, je dirais, du travail qui a été élaboré au sein de Revue Noire, puisque Africa Remix, si je me rappelle bien, c'est donc 2005, effectivement. C'est ça. Et je crois que Revue Noire... J'ai dit tout à l'heure, la Revue Noire, c'était la création en 91. Donc voilà, mais ça dure que 20 ans. Oui, voilà. Mais ça dure pendant 20 ans. C'est-à-dire que pendant 20 ans, ça va durer 20 ans. De repérage, de mise en valeur, voilà, de rendre visible toutes des œuvres du continent, mais aussi de la diaspora noire. Donc, il y avait eu tout ce travail, je dirais, de laboratoire de Revue Noire, de révélation aussi, qui était d'ailleurs elle-même une réponse au Magicien de la Terre de 1989. C'est-à-dire que il y a une... C'est pour ça que dans mon travail, et je m'inscris complètement dans cette lignée, tout est question de strates, c'est-à-dire qu'il y a des interventions que l'on peut toujours critiquer, c'est très facile à critiquer, mais qui sont des interventions qui font bouger les choses, et après ça, on est en réponse. Et la réponse n'est pas forcément je dirais, une négation de ce qui a précédé, elle est un prolongement, elle est un rebond, etc. Donc, 1989, Les Magiciens de la Terre, avec tout ce qu'elle a produit comme critique, a été quand même un temps de monstration, je dirais, d'un certain nombre d'œuvres qui étaient tout à fait inconnues sur la scène parisienne. On a ensuite, justement, Revue Noire, qui est fondée par un groupe un petit peu dissident vis-à-vis de cette exposition Les Magiciens de la Terre et qui tente de travailler autrement, en faisant aussi, voilà, des recherches de terrain très impressionnantes, en révélant des artistes, en utilisant la photographie, le magazine aussi pour diffuser beaucoup de choses, et qui arrive à son terme en termes d'objets. Une revue, c'est bien que ça dure un temps, que ça ne dure pas tout le temps, selon moi. Et de nouveau, une exposition est envisagée depuis donc le Centre Georges Pompidou en 2005, qui est là aussi certainement forte, et ne serait-ce qu'à travers la personnalité de Jamy, qui est forte de ce travail, je dirais, de défrichage qu'ils ont fait au cours de 20 ans. Alors moi, je me rappelle très bien l'avoir vu. Bon, en plus, c'était un contexte très particulier, donc je me rappelle très très bien. Je suis incapable aujourd'hui de dire ma dette, et je m'en excuse à cette exposition. Concrètement, dans le détail, ma dette, elle est évidente, mais je suis incapable de me rappeler à quel moment cette exposition me fait franchir un pas. Ce dont je suis sûre, c'est que c'est au même moment, et là je vais être un tout petit peu personnel, c'est au même moment qu'a lieu l'exposition Girodet au musée du Louvre, qui est une exposition, enfin, qui est un artiste plus exactement auquel j'avais consacré ma thèse, donc qui est un artiste français, voilà, napoléonien, etc., qui est quand même le portraitiste de Jean-Baptiste Bellay, qui est le premier député noir à la Convention nationale. Et c'est intéressant qu'il y ait les deux, parce que c'est le moment où je bifurque quand même vers quelque chose qui va me rapprocher finalement de l'histoire noire et de l'art noir, et sur lesquels je vais travailler désormais. Alors, est-ce que ça a été un déclic inconscient? Pourquoi pas? J'étais déjà, de toute façon, étroitement liée, je dirais,
plus sur une modalité amateur autour des artistes noirs et de l'art noir en général. Mais c'est vrai qu'après ça, ça va devenir vraiment l'objet de mes recherches principales jusqu'à ce livre finalement, qui paraîtra 15 ans plus tard quand même. Mais de toute façon, je ne vois le travail de la recherche que je remonte, hein, voilà, qui s'appelle L'art et la race, mais vous le voyez à l'envers, mais voilà, paru aux presses du réel. Et il est écrit à l'endroit. Oui, c'est... Voilà. Mais non, mais la recherche, c'est un travail collectif et c'est une question de toujours resituer ces interventions à partir de ce qui a été apporté par ceux qui nous ont précédés, qu'on soit en accord ou en désaccord avec eux. On est dans une dynamique où on stratifie et on modifie, je dirais, ses propres projets en fonction de ceux qui nous ont précédés. Je voudrais aussi aborder des sujets un peu connexes, mais vous savez, l'année dernière, on avait reçu Bénédicte Savoy, qui avait remis un rapport au président de la République sur la rétrocession des œuvres d'art africains dans leur lieu d'origine, et elle était claire, hein, sur ce sentiment qu'il fallait rétrocéder ces œuvres d'art africain. Et je voudrais connaître votre sentiment sur le sujet. Est-ce que ça ne fait pas l'objet de vos recherches, de votre réflexion? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Est-ce que vous suivez le processus de rétrocession? Ou voilà, où vous en êtes par rapport à cette question qui agite régulièrement la presse et les médias? Alors, d'abord, ça m'intéresse beaucoup, vraiment à plus d'un titre. Et d'ailleurs, j'avais moi-même écrit un petit texte pour AOC au tout début de ces questions-là, autour du discours à Ouagadougou j'allais dire de Sarkozy, mais c'est pas Sarkozy, c'est Macron, excusez-moi, et c'est pas tout à fait le même style de discours. Donc, et aussi en écho à la commande du rapport, qui a été quand même, je dois dire, pour nous tous, historiens de l'art, un moment clé dans la confiance qui a été portée par l'intermédiaire de Bénédicte Savoy et Felwine Sarr, à la possibilité, je dirais aussi, de cette discipline de penser les grands enjeux contemporains, d'avoir suffisamment de plasticité et d'implication aussi dans la société pour être une ressource dans la question justement du patrimoine tel qu'il s'est constitué, en regardant l'histoire en face, etc. Donc moi, je vais vous dire tout simplement, j'y suis très favorable, mais c'est quelque chose qui est assez évident pour moi. Je suis très favorable à ce que toutes les questions soient posées sur tous les objets et qu'ils soient traités au cas par cas. C'est-à-dire que j'y suis... je pense que ce processus même de restitution, qui va être très compliqué, qui est une question diplomatique, qui est une question de soin aux objets, qui est une question aussi de ne pas renvoyer des objets qui ne seraient pas désirés par les Africains eux-mêmes. Enfin, il y a une série de questions. Qui sont les gens à qui on s'adresse? Comment on est sûr que la restitution va à ceux à qui elle doit aller? Enfin, il y a une série de questions qui fait que chaque cas va être d'une infinie complexité, mais que nous devons nous y atteler en quelque sorte. Donc je suis tout à fait favorable à cela sur un plan, oui, je dirais presque de principe. Et dans un deuxième temps, je m'en réjouis aussi parce qu'il pose la question quand même de la réparation et de la réparation symbolique. C'est-à-dire, pour moi, la réparation concrète m'apparaît encore quelque chose d'énorme et que l'on touche très très difficilement. Mais en revanche, le processus même d'interrogation d'un certain nombre, et la lucidité vis-à-vis de l'histoire coloniale, que l'on connaît quand même depuis l'Afrique fantôme de Léry en 1934, c'est-à-dire que le vol des objets, l'effraction dans la vie des gens, la captation d'objets rituels, leur transformation devant les gens eux-mêmes et l'idée même que l'on doit déposséder certaines personnes de leurs objets pour en faire des œuvres d'art, pour que d'ailleurs on puisse mieux les connaître, tout ça est je dirais d'abord à la portée de notre connaissance depuis fort longtemps, depuis au moins 1934 et Michel Léris. Donc il va falloir en faire quelque chose. Il va falloir se poser des questions sur ce que c'est une œuvre d'art, ce que c'est un objet patrimonial, comment il a été patrimonial. Et toutes ces questions-là peuvent être déclinées au-delà, je dirais même, de la restitution d'un objet par-ci, par-là à des gens qui le demandent. C'est-à-dire que ça engage une lucidité face à l'histoire, une compréhension des inégalités qui habitent nos sociétés d'aujourd'hui et la manière dont on peut concrètement aujourd'hui, non pas
repartir en arrière. Ça, c'est impossible et personne ne le souhaite. Mais aujourd'hui, comprendre que ces processus historiques conduisent à des inégalités qui sont bien palpables aujourd'hui et qu'il faut se poser ces questions-là. Alors, il y a une restitution symbolique, il y a des réparations matérielles, il y a une série de questions que nos sociétés d'aujourd'hui sont obligées de se poser. Et elles passent autant par les objets d'art que par un autre, je dirais, un autre enjeu tout à fait intéressant que j'ai découvert très récemment avec le livre de Guillaume Blanc autour de l'invention du colonialisme vert, dont je fais un tout petit peu la promotion là, et qui s'interroge sur la mise en parcs nationaux finalement de nombreux territoires de l'Afrique au profit d'une envie de sauvagerie du tourisme un peu international qui a été jusqu'à expulser les populations qui vivaient sur place et qui avaient pris soin de leur nature environnante. Donc, je veux dire, même l'émotion verte, l'émotion écologique a ses écueils, et il faut les regarder en face pour comprendre dans quelle histoire, dans quelle généalogie ils s'inscrivent, et ce que ça induit sur, je dirais, nos sociétés d'aujourd'hui à l'échelle un peu plus grande même que celle de la France. En ce sens, la question de la restitution est au cœur d'une série de questions que nous allons devoir nous poser et dont, je dois dire, je suis bien incapable de dire quelles seront les solutions. Je voulais, on a bientôt fini cette heure, je voulais vous poser une dernière question, enfin une avant-dernière question, c'était, je voulais savoir comment concilier à votre avis les parts d'altérité que contiennent ces œuvres et les cadres du modèle universaliste dont on... Voilà, qu'est-ce que c'est que ce cadre universaliste? On a peut-être l'impression que c'est plutôt uniformaliste, mais bon, je vous laisse... Alors, écoutez, c'est une grande question. Moi, j'ai essayé de faire un point et je me garde bien d'improviser sur ces questions-là. Il faut se poser les questions, évidemment, mais je vais renvoyer. Alors, je vais botter un petit peu en touche, mais c'est une manière de répondre. J'ai écrit un texte avec lequel je suis toujours d'accord et pour lequel j'ai pris grand soin de dire ce que je croyais. Dans un numéro que j'ai co-dirigé avec Anne Dugin pour la revue Esprit, qui s'appelle Le partage de l'universel, où nous avons essayé finalement surtout d'introduire le fait que la question universaliste, dont on se croit parfois les propriétaires exclusifs et les interlocuteurs, oui, les propriétaires exclusifs et ceux qui doivent dispenser cet universalisme à la française, est une question qui se pose dans de nombreuses sociétés qui ont été formulées d'ailleurs, sans que ça soit forcément dit sous la forme d'universalisme, mais la question je dirais, d'une capacité d'un modèle particulier à un moment donné à épouser, je dirais, un destin qui va au-delà de la société depuis laquelle il a été conçu, si c'est ça l'universalisme, est une question qui est commune à d'autres sociétés. Et que peut-être il serait intéressant de voir comment cette question universelle, donc transcendant finalement mon intérêt très communautaire, très local, a été posée ailleurs. En Chine, on a Han Sheng qui intervient dans le numéro, a été posée à Haïti, on a Yannick Lahens qui intervient dans le numéro aussi. Voilà, allez voir comment ça peut se formuler ailleurs, nous aiderait à renouveler cette conviction qu'il n'y a qu'un lieu depuis lequel il a été formulé comme un vœu pour l'humanité tout entière et qu'il n'y a qu'une seule manière de le décliner. Et dans ce sens, voilà, je botte en touche et j'inverse la question. Où sont les autres universalismes? Comment ne pas croire que d'autres sociétés ont le vœu de penser un modèle anthropologique, une ambition pour l'humain qui dépasse nos simples voisins immédiats ou ceux qui nous ressemblent. Voilà. Et dans ce sens-là, il me semble que c'est intéressant. Sur les choses beaucoup plus polémistes à la petite semaine qui se posent autour de l'universalisme, j'essaye de m'en extraire parce que je pense que ça n'apporte rien. C'est la niche dans laquelle on va pouvoir polémiquer tout simplement pour ne pas se créditer les uns les autres d'avoir une ambition quand même de faire société commune. Donc du coup, encore une fois, la question universelle dans ses liens avec les univers de la production artistique, culturelle, des arts, de la création, etc., il me semble qu'il est intéressant d'aller observer comment d'autres l'ont formulé. Pour la dernière question, en plus, Anne, c'est parce que je voudrais savoir, puisque on a terminé notre heure, mais je voudrais savoir où vous en êtes vous-même de vos recherches. Est-ce que vous avez des publications prévues? Vous m'entendez, Anne? Écoutez, oui, moi je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
Moi, je vous entends très bien. Oui. Je Est-ce voulais que vous savoir où vous en m'entendez? étiez dans vos recherches et en ce moment, quelles sont vos préoccupations? Est-ce que vous prolongez euh, l'art et la race, l'ouvrage des presses du réel? Est-ce que vous êtes sur d'autres sujets? Je suis sur d'autres sujets. Écoutez, là, mon ambition, et comme je suis très lente, voilà, ça va prendre plusieurs années, mais c'est plutôt de travailler la question, je dirais, de l'imaginaire de l'art et de l'Afrique dans, voilà, dans les discours esthétiques, dans les discours artistiques du 16e au 20e siècle. Essayer de comprendre comment opère l'Afrique et l'art africain dans la construction finalement esthétique occidentale qui va du 16e au 20e siècle. Donc c'est un tout autre projet et voilà qui est loin d'être abouti, mais dont je donne quelques petites formes déjà sous forme d'articles ou de communication à l'occasion, pendant que ça mûrit. Voilà. Eh Merci bien, beaucoup Alain. Anne, je vous remercie. Je remercie à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous remercie pour la clarté de votre langage et la façon dont vous m'avez moi-même éclairé sur beaucoup de sujets. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs, à ceux qui le souhaitent, pour la semaine prochaine avec Catherine Malabou pour dialoguer sur ce que c'est que l'intelligence artificielle, les neurosciences, etc., le cerveau en général. Voilà. Au revoir, Anne. Merci beaucoup Alain. À Au bientôt. revoir. À À une prochaine bientôt. fois. Au revoir.